Bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Pour démarrer la semaine, on vous donne rendez-vous avec l'histoire. Olivier Biancogne y revient avec un nouveau récit sur le Corse devenu roi de Tanna, ou l'histoire incroyable qui s'est passée sur une île du Vanuatu. Alors il nous dira tout à l'heure. Mes chroniqueurs, Florian et Jean-Baptiste, bienvenue. Florian, vous allez nous parler de l'histoire de la châtaigne. Alors c'est pas une histoire drôle, mais c'est vrai. Et Jean-Baptiste nous fera découvrir des youtubeurs ajaxiens qui décryptent l'actualité. Tournée des pièves, INSEM Corse matin. Faustine sera en direct de Castaniche. Elle sera accompagnée de Corinne Champier et de Jacques Paul. Et ils nous parleront de la micro-région et de la valorisation de la langue corse. Et enfin, à 13h, sommes-nous tous intolérants au lactose? En bref, sommes-nous faits pour boire du lait de vache? Quelles sont les alternatives? Réponse avec Célia Sarossi. Elle est diététicienne, nutritionniste. Je vais y arriver. Si vous avez envie de réagir, un numéro de téléphone, le 0800 3 x 0900. Ou alors, écrivez-nous sur Facebook. On relèvera les réactions. Mais tout de suite, on a rendez-vous avec l'histoire. Bonjour les garçons. Bonjour. Salut. Bienvenue. T'es bien là, hein, Ça, mec, très bien pour commencer la semaine, hein, bon. J'adore. Alors, à côté de moi, Olivier Biancogne. Bonjour Olivier, vous êtes historien. Évidemment, Jean-Baptiste et Florian, mon duo de chroniqueurs pour toute la semaine. Merci d'être avec moi. J'espère que vous avez passé un super week-end. Olivier, une fois par mois, vous nous donnez rendez-vous avec l'histoire. Alors, pas n'importe laquelle aujourd'hui, puisque vous allez nous raconter l'histoire du roi de Tanna. C'est une petite île de l'archipel du Vanuatu. Mais alors là, il va falloir qu'on remonte le temps et qu'on fasse un peu de géographie. Eh oui, on voyage aujourd'hui, Célia. On va voyager, on va se retrouver au large des côtes australiennes, dans le Pacifique Sud, en effet, dans l'archipel de Vanuatu, anciennement Nouvelle-Hébrides. Donc c'était un condominium. Ça veut dire, en fait, ça a été souvent administré, en tout cas tout au cours du XXe siècle, par les Français et les Anglais, conjointement. Et c'est une petite île volcanique donc, qui fait la taille du Cap Corse. Ah oui, ouais, petite. C'est plutôt petit. Bien que ce soit une des îles principales quand même de l'archipel, qui possède des terres qui sont très fertiles, une population de 30 000 habitants à peu près, qui vit essentiellement de l'exploitation de ces terres. Donc en effet, on voyage. Alors on voyage et on remonte le temps. Tout commence en quelle année ? Alors ça commence en 1774, en tout cas pour la découverte de cette île par un explorateur britannique qui s'appelle James Cook, qui va donc en faire l'exploration, en établir les cartes, bien sûr, et ouvrir ainsi une grande période de colonisation, bien sûr, qui va marquer et déstabiliser considérablement, je dirais, la région, hein, avec notamment un siècle plus tard l'arrivée des missionnaires, qui vont convertir les populations aux croyances occidentales, mais qui vont par ailleurs amoindrir la coutume. Alors la coutume, c'est quoi ? Chez nous, la coutume, c'est un peu la tradition, hein, donc ça peut être relégué à un plan secondaire, je dirais, derrière la loi. Là, la coutume, c'est la loi. C'est la loi qui va régler non seulement le domaine sacré, mais aussi le domaine civil, en quelque sorte. Elle est transmise oralement, mais elle a valeur légale, en quelque sorte, et les populations, elles sont très attachées. Donc cette coutume, en gros, va être altérée, voire interdite, carrément. À partir de la fin du 19e siècle. Et lorsque le condominium, justement, donc cette administration conjointe, est mise en place en 1906, évidemment, on rentre dans une ère aussi d'administration nouvelle avec l'installation de bases militaires sur place, puisqu'on est sur des sites géostratégiques majeurs. Donc là, entre le moment de la découverte et le début du 19e siècle, il va se passer encore plein d'autres choses pour arriver ensuite jusque dans les années 70. Voilà, alors il va se passer pas mal de choses et avant d'en arriver aux années 70, il faut parler d'un événement majeur sur l'île. Justement, c'est un peu le point d'orgue de cette histoire coloniale, de cette aventure. C'est en 1939, l'arrivée sur l'île d'un personnage qui s'appelle John Frum. Qui est John Frum ? Alors, John Frum, c'est un personnage mythologique. Hein. On ne sait pas vraiment s'il a existé ou pas. Mais ce serait un Américain donc arrivé sur l'île qui aurait quelques talents de prophétie et aurait annoncé notamment la guerre du Pacifique
prochainement et l'arrivée des troupes américaines sur cette île. Un visionnaire. C'est Jon Snow de l'époque. C'est le Jon Snow de l'époque. En quelque sorte, c'est ça. On voit les références. Hein. Ouais. Alors, voilà, c'est un personnage un peu mythologique. En tout cas, on l'annonce en 1939 et en 1941, en effet, les populations voient débarquer les Américains. La guerre du Pacifique est en cours. Et ce rêve, finalement, annoncé en 1939, devient réalité. Le personnage devient l'objet d'un culte à ce moment-là, et quasiment d'une sorte de religion qui va s'établir dans la région avec plusieurs milliers de personnes qui vont en être adeptes et qui vont perpétuer le culte, un culte proche de celui qu'on appelle du cargo, c'est-à-dire on attend l'arrivée d'un homme blanc qui un jour arriverait sur un gros navire plein de richesses pour amener à l'île la prospérité, mais aussi un retour à la tradition, donc à la coutume notamment, et une libération. Et qui sera alors cet homme? Alors bon, on l'attend. On l'attend pendant plusieurs décennies. Et finalement, en 1974, eh bien, c'est peut-être un Corse qui devient l'homme de la situation. Alors, rapidement, comment ça se passe? On est dans les années 70. Alors voilà, là, on est maintenant même en 1967, 68, 69, par là. Il y a donc un habitant de Lyon qui est originaire de Lumio, en Balagne, et qui est un ancien résistant de la Seconde Guerre mondiale. Il est né en 1919, il s'appelle Antoine Fornel. Il a été également combattant en Indochine, et il se retrouve finalement à Lyon avec une vie plus rangée. Il est père de famille, il a 4 enfants. Un petit peu. Alors il tourne peut-être un peu en rond, il a une armurerie qui fonctionne plutôt bien. Il décide un jour, sur un coup de tête, sur une annonce qu'il découvre dans le Chasseur français, d'acheter une cocoterie. D'acheter une cocoterie dans le Pacifique, justement, sur l'île de Vaté, toute proche de Tana. Donc il plante tout. Et il va tout plaquer pour les cocotiers. Il plaque tout, il s'en va au soleil, en effet, pour une vie nouvelle. Peut-être il deviendra roi. Alors suspense, pour savoir comment, on en saura davantage tout à l'heure. Juste le temps de vous rappeler que si vous avez envie de jouer, c'est le moment. Comment on fait, Florian? Et c'est ça, nous allons jouer alors en fin d'émission au ni oui ni non, le fameux ni oui ni non. On adore. Donc pour ce faire, vous appelez le 0800 3x0 900 pour tenter d'être sélectionné. Vous aurez Colomba au téléphone, ça sera votre interlocutrice. Et comme d'habitude, vous jouerez avec nous, voilà, à la fin. Et vous avez plein de choses à gagner, un bon d'achat de 50 € de notre partenaire Total, un panier cadeau Antona avec foie gras, miel et plein de produits locaux, qu'on remercie. 2 places offertes pour une pièce de théâtre à l'Espace Diamant, La Passion de Mara Gentil. Ça sera le 5 décembre à l'Espace Diamant. Et un ice bag France 3 Corse, voilà, magnifique, avec le porte-clés qui va avec et le stylo. Voilà, c'est bientôt Noël. Très utile. Justement, puisque vous en parlez, profitons-en, petite parenthèse pour vous dire que à la fin de la semaine, on va se quitter. Oui, période électorale oblige, mais ensuite on va se retrouver en direct. On sera de la place du Diamant pour le marché de Noël, et tous les jours à compter du 18 décembre, je vais y arriver, on va vous faire gagner de très très beaux cadeaux, des smartphones, des tablettes, vous savez, à la pomme, des paniers garnis, des places de concert et encore bien d'autres surprises. Mais attention, pour remporter les cadeaux, il va falloir un petit peu travailler. Voilà, il va falloir travailler un peu. Et on vous invite à rédiger avec vos enfants. On n'y arrive pas aujourd'hui, on n'arrive pas à parler, c'est compliqué. Donc on vous invite tout simplement à rédiger avec vos enfants le plus beau des poèmes de Noël que vos enfants viendront lire sur le plateau. C'est bien ça. Exactement. Voilà, et on vous fera éventuellement gagner des cadeaux s'ils sont sages. Sinon, allez, on verra rien. Donc le temps de vous laisser réfléchir. On vous le disait, c'est reparti pour la tournée des Pièves INSEM Corse matin. Direction la Castaniche. Faustine est en place, elle nous attend en direct pour faire découvrir le travail de Corinne Champier et Jacques Paoli. Buongiorno a tutti, buongiorno Celia Riberti, mu odia per un nostro giro di Pieve, toujours en partenariat avec nos confrères de Corse Matin, Stazetima Nadia Gastanica, Kichakoi, cu Jacques Paoli et Corinne Champier, prima cansata qui in Cervioni. Corinne, perché sta scelta di Cervioni? Allora, non so se è una scelta, ma sinfonia, posto che noi lavoriamo qui, giusto qui sotto il campanile di Cervioni, di questi che ce l'ha di sé, che noi lavoriamo, e di questi di noi che lavoriamo per Corse Matin.
No, ma cervioni, castagniccia o no? Allora, quando si parla di cervioni si pensa piuttosto ai noggioli. Ma siamo contenti che all'entrata di Agastagniccia, dunque io cervioni faccio parte di Agastagniccia, posto che noi Astagni, in cui si, di una maniera geografica, cervioni di all'entrata di Agastagniccia. Jacques, presentaci Udo Baese. Cervione è un paese a fianco di montagna che ha resistito come l'ha potuto a volare in piedi. Bon, dopo entrarci a volare piano piano, ma finalmente si presenta abbastanza bene, non c'è mica abuso di costruzione in piedi, tutto ci va in una certa normalità. Alors, correspondant pour Corse Matin, mais pas que, a vostra attività di ancu. L'ADSEC, cosa è lo scopo di l'ADSEC, Corinne? Allora, l'ADSEC è un associo che è nato negli anni 70, dunque in periodo di riacquisto, per salvare la lingua e il patrimonio. Dunque, tutto è stato fatto, questi ultimi, sto mezzo secolo va quasi, per la promozione della lingua e del patrimonio abbiamo fatto delle cose più importanti, posto che è difficile di fare riassunto dell'attività dell'associo in qualche seconda, ma anche di ANFCOR, che è un dizionario di lingua, e un museo etnografico che ha aperto in Cervione nell'anno del 75 già. C'è un'altra cosa di Radio Oggi Nostrale, parlaci un po' di Radio Oggi Nostrale, Jacques. Allora, Bucino Stare è stata una specie di scommessa all'epoca con Monti, il presidente dell'epoca. Sapeva che io facevo radio come radioamatore, ma ha detto, vedi che ne pensi se vogliamo fare una radio in Cervione? Ci siamo messi, abbiamo comprato bene materiale, un piccolo amplificatore, qualche micro, un vecchio registratore, e ci siamo un po' di così in fondo a fare radio. Ci siamo visti poco tempo dopo, con una che bere con una radio. Cosa sono le trasmissioni di Radio Oggi Nostrale? Beh, c'è un po' di tutto, c'è appena i sport, a mano c'è l'attualità, dopo l'attualità c'è piccole emissioni fatte da Natalia Simonetti, l'informazione, c'è appena di tutto, come una radio normale che campa. Hai dei progetti? Beh, i progetti andranno con tutto ciò che si passerà nel mondo, penso che da qui appena sarà internet che deciderà di tutto e si vedrà nelle radio con internet, so che una facilità la nostra diffusione, perché il nostro problema è questo, siamo in un luogo appena speciale, siamo intofonati e è difficile diffusare lontano. Ti ringrazio Jacques, noi ci ritroviamo in qualche minuto sempre in Cervione, a subito. Allez, à tout de suite. Faustine, puisqu'on revient de Castagniccia, Florian, vous avez décidé de nous parler des châtaignes. Tant qu'à faire. Et oui, nous sommes aux portes de l'hiver, ma chère Célia. Winter is coming, hein, pour rappeler notre série préférée. C'est la période de l'année où on récolte la châtaigne. Alors oui, c'est aussi la période où vous, mesdames, vous avez la fâcheuse manie de coller vos pieds congelés sur nos cuisses quand on est dans le lit. Vous savez de quoi je parle, hein, messieurs, hein, n'est-ce pas? Non, vous n'avez pas l'air de savoir. Oui. Bref, revenons à nos châtaignes. Je vous en parle car on en a grillé quelques-unes l'autre soir et on peut dire que c'est bon, là, hein, la châtaigne. Alors Olivier, je ne peux qu'honorer votre présence en disant quelques mots sur l'histoire de la châtaigne corse, si vous êtes d'accord. Alors, savez-vous que la présence des châtaigniers en Corse daterait de plus de 5 millions d'années? Les premières châtaigneraies datent du haut Moyen-Âge, à peu près au Xe siècle. La culture se fera un peu plus tard, au XVIe siècle. C'est la grosse explosion de la châtaigne. C'est vraiment le produit qui cartonne à cette époque en Corse. En 1548, la Corse impose à tous les propriétaires et fermiers de ces régions de planter chaque année 4 arbres fruitiers, figuiers, oliviers, mûriers et châtaigniers. Peu à peu, la culture céréalière disparaît et vers 1646, un territoire du nord de l'île prend le nom de Castagniccia, forcément. On en est là. Et qui nous offre des paysages magnifiques chaque année à cette période, hein, bien sûr. Plus tard, Pascal Paoli déclare « Tant que nous aurons des châtaignes, nous aurons du pain ». L'histoire de la Corse est liée à l'histoire de la châtaigne et devient donc identitaire. Vous êtes calmés, là, hein? Alors, il n'y a pas de bêtises, hein, non. Alors, on récolte des châtaignes d'octobre à décembre. On l'utilise de différentes façons. En farine pour faire la poulinte. Par exemple, on les fait bouillir, on les fait à la cheminée, en mousse, en confiture. Il nous arrive même d'employer le mot châtaigne pour décrire une personne d'assez rustre à l'accent prononcé. Pas me faire trop d'amis, là, d'accord? C'est toi qui as écrit ça, hein, JB, on est d'accord? Donc, pour oublier ce que j'ai dit, c'est avant tout une expression qui permet d'exprimer une première expérience des doigts dans la prise. Mais la châtaigne, c'est aussi la fête, c'est un peu
c'est un peu plus de 3 semaines, dans un peu plus de 3 semaines aura lieu, comme chaque année, la foire de Bocognane, bien sûr, à Fiera di Agastagne, qui aura lieu du 15 au 17 décembre. Et au programme, il y aura bien sûr des animations musicales, une tombola, un bar à vin, un restaurant, des visites guidées, du moulin. Les produits issus de la récolte 2017 seront bien sûr en vente. Tout sera réuni pour passer un agréable moment, comme chaque année. En général, on dit que c'est la plus belle, hein, la foire de Bocognane. Plus belle des foires. Et on termine sur une note bien sûr un peu moins drôle. Comme chacun le sait, la production devient difficile à cause des cynips, les larves pondues par la guêpe chinoise qui contaminent les châtaigniers et empêchent le fruit de se développer. Alors ce n'est pas mortel pour l'arbre, hein, mais il engendre un affaiblissement général qui se traduit par une chute de la production des fruits et une fragilité accrue aux maladies et à la sécheresse. Il existe cependant un réel espoir grâce à des fonds publics et privés qui permettent aujourd'hui de financer l'achat de Thoremus sinensis, une micro-guêpe prédatrice qui en fait tue le cynips. Donc allez faire un tour à la foire, ça permet aussi de soutenir nos amis producteurs de châtaignes. Merci beaucoup Florian pour cette parenthèse. Allez, revenons-en à l'histoire incroyable du Corse devenu roi de Tana. On est dans les années 70, il s'appelle donc Antoine Fornelli. Il plaque tout parce qu'il en a marre de sa vie citadine. Vive les cocotiers et il part. Et que se passe-t-il ensuite ? Et voilà, donc à 48 ans en effet, il plaque tout, on change de vie, il lui reste encore des années à vivre, donc on décide de partir dans le Pacifique et il s'installe dans sa plantation justement, donc nouvelle activité, nouvelle rencontre aussi avec les Tanamans, ce sont des populations qui viennent de l'île voisine de Vaté, justement qui travaillent sur l'exploitation avec lui. Il se lie d'amitié assez rapidement et son goût prononcé pour la chasse et la pêche en particulier lui font explorer les îles justement voisines, les côtes. Et très rapidement, il commence à se mêler à la population locale. C'est une île de Tana où la coutume reste encore très ancrée, malgré les difficultés dont on a parlé. Et non seulement il partage cette vie quotidienne avec eux, mais il commence aussi à pratiquer la coutume avec eux, ce qui est tout à fait nouveau. Un blanc, en général, ne s'initie pas. Ça va plaire. Ça va plaire à la population. Il se rend compte surtout que c'est une population qui est traumatisée vraiment par ce qu'elle a vécu les siècles précédents et qui aspire à un retour à la tradition, justement, à cette coutume disparue. Et on va lui demander d'aider les populations locales, justement, à la retrouver. Parce qu'il ne se contente pas de les faire travailler ou d'être ami avec eux, il est vraiment sensible à leur cause. Alors que va-t-il faire pour eux ? Il est complètement investi, donc il se rend compte en effet de tous les problèmes rencontrés par ces populations-là, et il va se retrouver un petit peu en position de leader syndical en quelque sorte, on va dire aide de camp du chef de l'île de Tana. Bon, il était habitué, on a vu son parcours militaire précédemment. Il poursuit avec carrément même une sorte d'intronisation puisqu'on va en faire un chef à son tour. En 74, donc, il devient maître de pirogue. Alors, maître de pirogue, ça veut dire en gros le leader politique, je dirais, et notamment de cette contestation, et également chef des magiciens. Alors, ça peut sembler complètement folklorique tout ceci, mais on est sur un leader spirituel à ce moment-là. C'est-à-dire, on lui donne le pouvoir spirituel et politique, en quelque sorte. Il se déclare roi de l'île, en effet, carrément, et il décide d'armer ses lieutenants. Et donc on le voit en photo. Voilà, mais tout est vrai, tout ce que vous êtes en train de nous raconter. C'est une histoire vraie, on pourrait croire qu'on est du temps des Théodore de Nehoff, voire même... Pas du tout. Tout est vrai. Et pourtant, non, tout à fait. Donc c'est l'organisation d'un coup d'État, en quelque sorte, qui se prépare, puisque bientôt... C'est le côté corse, ça. Oui. Et puis en plus, on est en 74. En 75, on sait que sur l'île, encore, il va s'en passer aussi pas mal. Donc on est dans une période d'ébullition. Et en effet... Donc, on arme une partie donc de ses lieutenants et on lève un drapeau qu'il va dessiner lui-même d'ailleurs, qui est le drapeau de l'indépendance, carrément. Alors, ceci est considéré par, évidemment, l'administration franco-britannique comme un affront. On va décider d'envoyer un commando pour saisir d'abord le matériel, donc les armes et les symboles de l'indépendance. Et cet acte, en quelque sorte, est considéré par Antoine Fornelli et ses hommes comme une déclaration de guerre. Il lance un ultimatum donc, à la France et à l'Angleterre à ce moment-là pour qu'ils quittent les lieux, en effet. Et une semaine après le lancement de cet ultimatum, il y a un débarquement militaire. 40 gendarmes mobiles débarquent sur les côtes
arrête Antoine Fornelli et ses lieutenants, une douzaine d'hommes en l'occurrence, et les jette dans les prisons de Nouvelle-Calédonie. Alors avant de savoir comment finira cette histoire, on va faire une petite parenthèse avec la chronique de Jean-Baptiste à venir. C'est parti. Vous êtes passionné, mais vous avez une autre histoire à nous faire partager, c'est celle de youtubeurs ajaxiens. C'est ça. Donc, oggi ho scelto di parlarvi di due giovanotti ajaxini di 20 anni che studiano all'Università di Corsica, Lisa Marie Rossi et Laurent Diffray. S'ils nous regardent d'ailleurs, je leur passe le bonjour. E hanno avuto la volontà di creare un progetto giornalistico per ripigliare le sue parole, chiamato Le Commentaire. E il progetto è nato un mese fa et cresce poco a poco. Bon, ils font avec les moyens du bord, mais le carrière, c'est le plus important. Le principe est assez simple. Sono filmetti in YouTube che trattano di un soggetto d'attualità, come quello della Catalogna, per esempio, e della volontà di indipendenza. E a partire da qui hanno fatto un paragone con altri popoli come il Kurdistan o l'Écosse, ritracciando e spiegando tutta la storia di questi paesi qui. Et ça fait un passage de l'actualité à l'histoire en fait. Soggetti politici, géopolitici, qu'on se tratta di Guajimai, mais qui sont more intéressantes. C'est une belle source d'information chez des étudiants qui veulent faire, qui ont un devoir à faire quoi que ce soit. Je vous propose de regarder leurs vidéos. Et je pense que c'est le genre d'idée qui devrait plaire aux historiens aussi. Et donc, bon, j'en vois déjà venir certains, la politique, la géopolitique. Kurdistan, ça va être la purge, hein. Pas du tout. Parce qu'ils sont jeunes et ils sont cool. Donc, hanno saputo legare l'attualità, l'informazione, Madino a magagna, e chi beh da maniera da imparare ridendo. Donc, vi propongo di figliola un strato di civilmetti. Allez, rapidement, on regarde. Et il existe un groupe de combattants kurdes, les Peshmerga, à pas confondre avec les Peshmerga, cousin, sois sérieux 5 minutes. Hein, on parle pas d'un dessert, là. Qui luttent contre les offensives du gouvernement irakien. L'idée d'indépendance possède un soutien massif. Et le résultat de ce référendum ne va pas aboutir directement à une déclaration d'indépendance, mais plutôt à des discussions avec Bagdad pour tenter d'apaiser les tensions. Et cool. Ah ben voilà, ça c'est dit. Voilà. C'est plutôt bien fait. C'est pas mal, hein. C'est pas mal pour des bébés youtubeurs. c'est ça, hein. Ça, ils grandissent petit à petit. Bon, di più, da qui a poco, gagna invita attori della società Gorz per animare dibattiti nei soggetti propri all'isola. Per esempio, un filmetto da essere pubblicato durante le elezioni territoriali in cui due persone dibatteranno su un soggetto in particolare. Donc, le contraste de Jean-Vitus Albertini va avoir de la concurrence. Bon, per saperne di più, vous pouvez seguire sur Facebook, Instagram ou YouTube. Ça s'appelle donc Le Commentaire. Voilà. Ah bah c'est dit. Et donc, on leur a soufflé hein, avec Olivier, un nouveau sujet de vidéo. Exactement. Voilà, ça leur donnera une petite idée. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour votre petite initiative et on les salue, on les félicite. Allez, elle est toujours en place. On va retrouver très rapidement Faustine. Elle est en direct de Cerviogne. Coucou Celia, siamo sempre in Cerviogne, sempre qui i nostri amici di Corse Matin e di La Desec, di un po' quando ha cominciato la vostra collaborazione con Corse Matin. Allora, io ero di principiato con l'anziano Provençal Corse e mi pare che sei sempre stato e dice anche con me ed esserci mai stato in noi. È un po' bizzarra come collaborazione, posto che siamo corrispondenti, ma da maniera che si è passata di agreevole, amusante. All'epoca c'era José Agostini che faceva le piccole cronache di quelli che morivano, che gli hanno estate, questo che si faceva all'epoca. E mi ha detto, vedi, c'era per fare qualche ritratto, e c'era perché tu mi e ho cominciato a fare i ritratti. E poi finalmente ha fatto di per me. E così che era la principale collaborazione. Dopo c'è stata la fusione con Corse Matin, siamo passati a Corse Matin. E per te, Corinne? Beh, io dicevo che ho seguito il movimento, posso che già che ho principiato a essere corrispondente, che mi piaceva di nuovo a scrivere, a fare ritratti e ho lavorato con lui naturalmente. Come trovi i soggetti degli articoli? Allora, a principio era un travaglione, perché eravamo noi che pensavamo che aveva un articolo non qui, e poi a vili anni la gente ci conosceva, dunque la gente ci chiamano e è praticamente più facile, siamo sempre a caso dell'attualità. Bon, un nostro appuntamento di domani in due.
Allora, domani andiamo in Campile. In Campile a maridroa a Carine Franchi, che è animatrice al gruppamento di Gastagne, e di noi ha indicato a Ferina Gastagnina, e ci sarà di noi, e soprattutto Jean-Marie Vecchioni, che è mulinar in Campile, di noi produttore e trasformatore di Agastagna. Posto che femo a Gastagniccia, dirà normale di parlare di castagne. Bon, ci ritroviamo domani in Campile. Allez, ciao, ciao, à demain. Ciao Faustine. Allez, avant de conclure cette première partie d'INSEM et de connaître le dénouement de cette histoire, on passe la main à Stéphane Ouchiat qui est en place pour les titres du Flash de 13h. Bonjour Stéphane. Bonjour Célia, bonjour à toutes et à tous. Et l'actualité de ce lundi matin est marquée par un accident mortel dans une carrière de Baléone et à Sarre-la-Carcopine où l'un des responsables du site est mort en tentant de faire démarrer un engin de chantier. L'enquête de gendarmerie permettra de préciser les circonstances. La victime était âgée de 61 ans. Les difficultés des éleveurs face aux conséquences de la sécheresse de cette année. Un collectif demande des aides d'urgence à l'État et à la collectivité territoriale. Et puis nous verrons également l'aide d'urgence à l'approche de l'hiver pour les plus démunis. Bastia dispose désormais, comme Ajaccio, d'un restaurant social. Les précisions dans un instant pour le Flash. Merci beaucoup Stéphane. Allez Olivier, c'est le moment de conclure cette histoire incroyable du Corse devenu roi de Tana. Comment est-ce que ça termine? Ça se termine pas très bien, hein, puisqu'on l'a compris, déjà il part en prison, alors le procès retentissant va conduire quand même ses lieutenants à être libérés assez rapidement. Lui par contre prend 18 mois de prison et surtout 5 ans d'interdiction de territoire. Hein. Les ruiner passablement évidemment à l'occasion et va sortir et vivre essentiellement dans la région de Nouméa notamment. Il va vivre surtout de sa passion pour la pêche au requin désormais, et participer à de nombreuses publications indépendantistes. Il faut penser que en 1980, la région, l'archipel tout entier, prend son indépendance. Donc finalement, cette action de 1974 participe au déroulement d'événements plus importants encore, en effet, sur l'archipel dans son ensemble en 1980. Peut-être plus qu'un roi, une chose est sûre, c'était un aventurier. C'était un sacré aventurier. Il meurt à Nouméa en 1999, il avait 80 ans. Et chose surprenante, il y a aujourd'hui, dans le Var, donc près de Nice, eh bien, une maison royale qui prétend être l'héritière de ce Antoine Fornay, roi de Tana en exil, donc une maison royale exilée. Et c'est un roi qui s'appellerait donc Claude Philippe de Tana, qui serait l'héritier, alors sans lien de parenté pour autant, entre les deux hommes. Ce sera le mot de la fin, Olivier, mais c'était complètement incroyable et insolite. Merci d'être venu nous la raconter. Nous, on va se retrouver à 13h. Sommes-nous tous intolérants au lactose? Réponse juste après le flash de Stéphane Ouchiat. À tout de suite. Merci.